Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, podcast d'Itoro. C'est déjà l'épisode numéro 38. Nous sommes le lundi 11 mars 2024 et j'ai le plaisir et l'honneur de co-animer ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les 15 jours. Oui, alors effectivement, on se retrouve. Encore beaucoup de choses à commenter cette semaine, puisque on a eu cette semaine de Banque centrale la semaine dernière avec la BCE. On va revenir dessus. On a aussi les PMI, manufacturiers et de services, où finalement, il y a une petite amélioration. On le verra avec Marc. Et puis, on va terminer, comme à chaque fois, par les marchés financiers qui sont pour une bonne partie au plus haut historique. On atteint des records donc dans de nombreux marchés et puis on va donc y revenir. Alors pour commencer, on va parler croissance. Donc selon toi, Marc, il y a une légère amélioration, pardon. Ah oui, j'ai envie de dire enfin une bonne nouvelle, hein, je pense que c'est la meilleure nouvelle qu'on a depuis plusieurs mois, puisque l'indicateur donc des directeurs d'achat qu'on appelle donc PMI, au niveau mondial, tout secteur confondu, l'indicateur composite, eh bien a augmenté. On est à 52,1. Donc je rappelle la règle, elle est très simple. On a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Quand on est au-dessus des 53, ça commence à être une bonne croissance. Là, on n'y est pas encore au niveau mondial. On est à 52,1 précisément, mais c'est un plus haut depuis juin 2023. Donc, Mm. c'est-à-dire que le plus dur est passé pour la croissance mondiale. Donc, on a eu ce trou d'air, on va dire, fin d'année dernière. Et là, c'est en train de redémarrer assez nettement. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on se redirige vers à peu près 3% de croissance. Donc, ça, c'est plutôt, bien sûr, une bonne nouvelle. Mais attention, c'est très disparate. C'est-à-dire qu'il y a toujours, effectivement, l'Inde qui tire la croissance mondiale. L'Inde, depuis 2 ans, c'est vraiment la locomotive de la croissance mondiale. On a également donc, des pays qui surprennent, comme le Royaume-Uni, par exemple, le Brésil également qui est en train de redémarrer. Après, on a, je veux dire, bon, une croissance sympathique, notamment avec la Chine et les États-Unis. Donc là, ça résiste bien, mais on est autour des 51-52, donc c'est pas non plus l'euphorie, mais la croissance est bien là. Le message pour la Chine, quand même, c'est qu'elle n'arrive plus à retrouver une croissance très forte. Donc elle Mm. fera à peu près 5% de croissance, ce qui évidemment est beaucoup pour nous. Mais pour les Chinois, ça reste quand même assez limité, Mm. sachant que l'Inde est plutôt à 7,5 voire 8% de croissance. Donc on a quand même une dynamique qui est tirée par l'Inde. La Chine résiste bien, mais les États-Unis également. Et par contre, après, malheureusement, on a toujours la lanterne rouge, c'est-à-dire la zone euro qui reste toujours en zone de récession. Dans les services, c'est amélioré. On est repassé en croissance. Au niveau global, nous sommes en récession. Ensuite, on a la France, le Canada et la lanterne rouge. Pendant plusieurs mois, ça a été la France. Là, maintenant, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui vraiment souffre énormément. Donc, il y a une grave récession qui est déjà là en Allemagne, qui est en train de s'installer. Voilà. Donc, ça veut dire que malheureusement, cette croissance mondiale qui redémarre, elle laisse pour l'instant des parents pauvres, c'est-à-dire la zone euro, la France et l'Allemagne. Et ça, c'est pas je dirais de bon augure hein, pour la stabilité de la zone euro. J'en avais parlé la dernière fois. Il y a quand même sur l'euro un danger, une crise existentielle qui est en train de se produire. Beaucoup de tensions entre les pays au sein de la zone euro, notamment la France et l'Allemagne, et avec la France qui a donc toujours augmenté sa dette publique. C'est le pays qui a le plus augmenté sa dette publique, notamment par rapport à son PIB, depuis 2019 ou depuis même 2017. Donc ça pose un problème pour tous les pays qui ont fait des efforts. Nous, ça n'a pas été le cas. Donc il faut quand même être prudent sur l'avenir, entre guillemets, de la zone euro. Il va y Mm. avoir des tensions. Donc c'est-à-dire que l'euro pourra effectivement baisser potentiellement au cours des prochains mois. Alors justement, la semaine dernière, c'était un peu l'événement phare de la semaine avec cette réunion de politique monétaire de la BCE. Christine Lagarde donc, a révisé à la baisse ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2024. Par conséquent, ça a été plutôt bien vu par les marchés car une baisse de l'inflation, forcément, eh bien, ça veut dire une baisse de taux plus rapide qu'escompté. Et d'ailleurs, ça a une réaction positive sur les marchés qui ont enchaîné de nouveaux records historiques. Toutefois, c'est pas non plus très glorieux quand on regarde la croissance et les projections de croissance au niveau de BCE. Alors, surtout, le vrai enjeu, hein, c'est que la Banque centrale européenne, elle va être obligée de baisser ses taux d'intérêt, puisque là, on est Ouais. à 4,5% sur le taux réfi. C'est pas le plus Mm. haut. On a fait 4,75 en 2001, par exemple, lorsque l'euro, à l'époque, justement, avait été attaqué donc pour relancer l'euro à la hausse, c'est-à-dire que ça avait fonctionné. Donc là, il faudra être prudent. C'est vrai que l'inflation baisse et elle va encore baisser.
Mm. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un effet de base. C'est-à-dire qu'il y a un an, les prix montaient très fortement, là, ça augmente moins. Donc, mécaniquement, le glissement annuel, c'est-à-dire donc l'inflation, hein, a tendance à baisser. Donc, je pense même qu'on peut passer, on peut revenir à 2% d'inflation dans la zone euro au cours des prochains mois. Mais attention, si on regarde les indicateurs avancés de l'inflation, notamment les indicateurs qu'on appelle CRB de toutes les matières premières confondues dans le monde, c'est en train de repartir à la hausse. Donc là, ça veut dire qu'attention, il va y avoir aussi un trou d'air sur l'inflation voilà, au cours du printemps. D'ailleurs, idem aux États-Unis. Et après, l'inflation pourra redémarrer un petit peu. Donc, c'est pourquoi la BCE, elle est un petit peu bloquée. Elle ne peut Mm. pas trop fortement baisser les taux d'intérêt. Et surtout, elle ne peut pas le faire trop vite. Parce que si elle le fait avant la Réserve fédérale américaine, l'euro va baisser. Mm. Et si l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés, donc libellés évidemment en dollars. Donc à ce moment-là, ça peut casser l'activité économique. Surtout, ça peut relancer l'inflation. Et donc la BCE, elle sera bloquée. Donc je pense qu'elle va attendre encore un petit peu par petites touches de 25 points de base à partir de juin, peut-être juillet prochain. Pourquoi? Parce que on doit baisser les taux, effectivement, à cause de la récession ou la quasi-récession qui est là dans la zone euro, plus l'inflation qui baisse. Donc on peut les baisser, mais attention, il ne faut pas aller trop vite. Mm. Surtout qu'aux États-Unis, la Réserve fédérale, à mon avis, on l'a souvent dit, hein, je vous l'avais annoncé ici même dès le début de l'année, il ne fallait pas trop attendre une très forte baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Et donc c'est ce qu'elle est en train de préparer, puisque la croissance reste forte, le taux de chômage, même s'il a augmenté un petit peu, on est à 3,9% de taux de chômage, c'est du plein emploi. Donc les salaires augmentent un peu moins vite, mais ça Mm. augmente plus de 4% quand même par an, donc ça reste bon. Et on a une petite inflation au niveau des matières premières qui est en train de repartir à la hausse. Donc, elle ne pourra pas non plus baisser les taux d'intérêt. Donc, elle aussi, je pense qu'elle le fera plutôt même pendant cet été. Donc, Mm. la BCE, si on regarde bien le film, la BCE va baisser les taux d'intérêt avant la Réserve fédérale. Donc, l'euro va baisser. Donc, ça fera un petit peu d'inflation. Et ensuite, la Réserve fédérale pourra baisser les taux d'intérêt. Donc, ne comptons pas trop sur une très forte baisse des taux monétaires, sauf évidemment s'il y a une catastrophe planétaire. Évidemment, on espère qu'on va éviter ça. Mm. Mais ce qui veut dire que, attention, la BCE ne pourra pas aller trop vite sur la baisse des taux. Idem d'ailleurs sur la Réserve fédérale américaine. Donc des taux d'intérêt qui baissent, mais je dirais de façon soft, hein, de façon en atterrissage en douceur. Oui, oui, donc selon toi, donc la BCE va réduire ses taux avant la Fed, c'est logique. C'est vrai que on n'espère pas évidemment qu'il y ait d'événements hein, comme le Covid, hein, parce qu'il faut se rappeler que c'était en mars, hein, c'était à cette époque hein, que le Covid était arrivé en mars 2020. Et bien évidemment, on ne souhaite pas qu'il y ait d'événements tels que celui-ci. Ce qu'on peut dire peut-être un mot des créations d'emplois aux États-Unis, tu en as parlé, il y a eu un chiffre assez important la semaine dernière, des créations d'emplois qui, une nouvelle fois, sont ressorties largement au-dessus des attentes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai on a révisé à la baisse hein, les chiffres des mois Voilà, d'avant. Donc, c'est vrai. mécaniquement, effectivement, on a une hausse plus forte que prévu. Mais bon, on est sur une dynamique de création d'emplois à peu près en moyenne de quasiment 270 000 par mois. Donc, c'est quand même énorme. Donc, création d'emplois. Donc, bravo aux États-Unis. Donc, il y a une dynamique qui est là. Taux de chômage qui a remonté un petit peu, mais c'est normal parce que c'est des données d'enquête. Donc, il y a un 3,9. ajustement qui s'opère toujours au mois de mars. Donc, on est à 3,9% de taux de chômage. Ça reste malgré tout le plein emploi. Les salaires qui augmentent de plus de 4%. Donc, on a une dynamique du marché du travail qui est toujours forte outre-Atlantique. La croissance qui résiste, alors je l'évoquais, les directeurs d'achat sont toujours Mm. très optimistes dans l'industrie, dans les services, au niveau global, même dans la construction, ça résiste. Donc l'économie américaine va bien. Donc il n'y a pas de raison de baisser très fortement les taux Ouais, d'intérêt. Donc ils vont certainement baisser parce qu'il y a un moins d'inflation. Donc on est à 5,50, hein, je vous rappelle, sur le taux monétaire, ce qu'on appelle le taux objectif des Federal Funds. Elle va effectivement le baisser légèrement, mais elle ne pourra pas aller à 4, quoi. Voilà, sauf événement bien impromptu. sûr. Moi, je pense pas Voilà. trop à une pandémique, mais je pense plus à des événements guerriers, militaires. Oui, Il faut bien être très, sûr. très prudent. Donc, Ne pas être espérons qu'on va pas. évidemment Mm. éviter tout ça. On va rester sur un scénario tout à fait normal. Tout à fait. Alors justement, on va parler des marchés, hein, puisque ça intéresse aussi nos auditeurs fortement. Les marchés qui bah, s'emballent, hein, en fait, on peut le dire, hein, sur d'ailleurs de nombreux marchés. On a vu les crypto-monnaies, le Bitcoin qui est au plus haut, qui dépasse les 70 000 dollars. On a l'or aussi qui est au plus historique, et ça, c'est plus surprenant, l'or qui dépasse les 2150 dollars. Quelle est ta vision là-dessus, sachant que effectivement, c'est censé être une valeur refuge. Alors normalement, lorsque les marchés sont au plus haut, l'or consolide ou se replie. Alors il y a évidemment l'effet dollar aussi sur l'or, mais le dollar qui reste fort. Donc c'est vrai que cette relique barbare, hein, comme on l'appelle, est en train de quand même de casser ces plafonds.
Voilà, je pense que c'est vrai que là, je fais pas mal de débats, justement, on en a parlé ici même, sur ma chaîne YouTube également, de voir ces marchés qui flambent, c'est assez incroyable. Donc, on est sur des records historiques à tous les Mm. niveaux, notamment les marchés boursiers. Et c'est vrai que quand on regarde, entre guillemets, les perspectives, tout va dans le bon sens, entre guillemets. C'est-à-dire, je l'évoquais tout à l'heure, il y a un peu plus de croissance, l'inflation qui baisse, donc les taux d'intérêt vont quand même baisser, même s'ils vont pas baisser fortement, mais ils vont quand même baisser. Je dirais, tout, finalement, va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et Mm. par expérience, vous savez, j'en ai vécu des crises et des cracks et des bulles, etc. C'est jamais bon signe quand tout va dans le même sens. Et donc, justement, ce qui aujourd'hui nous met la piste un petit peu à l'oreille, c'est justement cet or, hein, c'est ce que tu as dit, l'or qui est en train de flamber, d'atteindre des sommets. C'est complètement normal. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on nous cache quelque chose, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a ce mouvement de flux qui est énorme. Et donc, on se dit, Mm. bon, ben, on continue sur les marchés boursiers. Les résultats des entreprises sont plutôt bons, etc. Bon, on a quand même des PER qui sont élevés sur beaucoup de valeurs aux États-Unis notamment, et également en France un petit peu. Ça dépend lesquels, mais on va pas entrer dans le détail. Mais ça veut dire que le marché, il reste quand même un petit peu cher malgré tout, il faut être honnête, hein. Mais on se dit, bon, finalement, à quoi bon, on continue, hein, tant que je gagne, je joue, comme on dit, c'est la blague de Coluche, hein. Donc on est en plein Mm. dedans. Et donc, mais, il y a cette or qui est en train de flamber, et ça, c'est surprenant. Quand on voit sur les derniers jours, vraiment une flambée énorme, une courbe, enfin une droite incroyable, donc de flamber de l'or sur des sommets historiques, que ce soit face au dollar, également face à l'euro, bien entendu. Et donc, ce qui veut dire que, attention, les investisseurs se disent, bon, la fameuse poire pour la soif. Les marchés flambent, mais ça paraît un petit peu aller, je dirais, voilà, contre vents et marées. Ça paraît être un petit peu peut-être exubérant, et il y a peut-être des informations qu'on n'a pas, ou des risques géopolitiques, ou autres, ou des risques bancaires, par exemple, parce que on n'en parle pas, mais c'est vrai qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a des banques qui sont borderline, comme on dit, qui sont vraiment à la frontière. Pareil en Italie, la dette publique en France qui est en train d'exploser, et on sait très bien que la note de la France risque d'être dégradée d'ici le printemps prochain. Donc, il y a quand même des risques qu'on ne veut pas voir, mais qui sont quand même là. Donc, cette porte pour la soif, cette sécurité sur l'or qui est en train de Mm. flamber. Il y a aussi, bien sûr, certainement des banques centrales qui achètent un petit peu d'or. Mais Mm. enfin, il y a quand même des mouvements anormaux. Et que c'est quand les marchés flambent de cette façon, l'or doit baisser. Il faut être honnête, hein. Mm. Donc là, on a tout qui va dans le même sens, même effectivement les crypto-monnaies, le Bitcoin, etc. Donc, on a des flux énormes, et ce qui veut dire qu'on a une situation un petit peu anormale. Et donc, moi, ça m'inquiète un peu, hein. Je veux pas casser l'ambiance, mais c'est vrai que j'avais conseillé d'ailleurs justement d'acheter de l'or il y a déjà longtemps, donc tant mieux ceux qui l'ont fait. Et c'est vrai que sur les marchés boursiers, ça continue, mais le fait que l'or continue d'augmenter, c'est peut-être un signe en disant peut-être qu'on a été un petit peu trop loin et qu'il faut prendre, encore une fois, une respiration, il faut prendre ses bénéfices pour pouvoir repartir sur des bases plus saines. Donc ça, c'est mon discours sur l'or aujourd'hui. Je pense qu'il, même s'il est très très cher, ça reste quand même une valeur refuge. Oui, tout à fait. Un instrument aussi de couverture, hein, pour ceux qui souhaitent aussi avoir des actifs qui sont moins volatiles et plus destinés à une couverture. Donc justement, ok, ben, merci beaucoup Marc pour toutes ces Avec plaisir. informations. Bien évidemment, on va suivre les marchés encore cette semaine et les prochaines semaines. Il y aura On suit l'inflation américaine notamment qui va sortir, donc l'inflation qui américaine va demain. continuer de baisser, mais ça veut dire Tout que à bon, fait. globalement, c'est déjà dans les Ouais. coûts, encore une fois. Non, Donc les marchés risquent d'être positifs justement sur ce chiffre, on va mais ils seront quand même très avoir. nerveux. Donc il faut se Ouais. préparer à toujours une très forte volatilité des marchés Non, boursiers. c'est sûr. On a eu déjà la semaine dernière, les marchés américains ont quand même donné un léger signal de prudence avec déjà une correction de 2 fois 2% sur l'indice Nasdaq quasiment. Des indices américains qui terminent dans le rouge, hein. Bon, bah, c'est un peu normal après aussi de nombreuses phases de hausse, mais effectivement, on a un début pas de correction, bien sûr, hein. C'est un début de consolidation, en tout cas aux États-Unis. Le CAC 40, lui, bon, a terminé au-dessus des 8000 points. On est au plus haut, mais on termine, hein, les résultats d'entreprise touchent à leur fin. Et donc, maintenant, on va plus se focaliser justement sur la macro. Et la macro, c'est l'inflation cette semaine, la Fed la semaine prochaine. Et on sera là pour le commenter. Merci Marc Avec plaisir. pour tes éclairages. Merci à Avec vous plaisir. de nous avoir suivis. N'hésitez pas donc à mettre un j'aime, hein, bien évidemment, si ça Ah vous a oui. plu, et à suivre la chaîne YouTube Itoro France. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Bonne semaine, à bientôt. Ciao.